HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible ? Se savoir comme tel, est-ce suffisant ? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions ? Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques ? Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on est un haut potentiel ? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ? Ou pas ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. Je dirais curiosité, parce que c'est vraiment quand même une autre façon de voir le monde et ça permet quand même d'éveiller ses sens. Et du coup, je dirais aussi sensation. Alors moi, j'ai tendance à parler de fragilité. Alors ça en dit long parce que j'ai du mal à l'heure actuelle et ça depuis plusieurs années à me défaire des émotions, des sensations que ça provoque chez moi et des choix que j'ai pu faire dans ma vie qui sont finalement liés à ce rapport au monde et qui sont des choix que j'ai un peu l'impression d'avoir fait par dépit ou que j'ai fait en fait par peur plutôt que par suivi par une forme de liberté, quoi. C'est pour ça que j'en suis en ce moment, enfin encore à un stade, on va dire, de fragilité. Comment ça se traduit, l'hypersensibilité, chez toi ? Moi, j'ai tout de suite des formes d'angoisse. Je peux être très vite mal à l'aise et j'ai tendance à pas le montrer. Enfin, c'est-à-dire que je fais en sorte de camoufler complètement, alors qu'au fond de moi, ça bouillonne. Et ce qui est difficile, c'est de garder en fait ce masque et de sentir vraiment une rupture entre ce que je peux. Entre l'impression que je donne et ce qui se passe réellement au fond de moi. Et par exemple, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre les transports. J'ai tendance, je suis agoraphobe et plutôt claustro aussi, donc typiquement le métro pour moi ça peut être vraiment très compliqué. Là en ce moment ça va parce que je me force à le prendre et puis en plus j'accommode mes horaires en fait. J'accommode aussi mes sorties, mais ce qui fait que je le prends quand même parce que je veux pas l'évincer de ma vie, étant donné que j'habite dans une grande ville et j'ai choisi de vivre ici, mais j'ai conscience que je passe à côté de plein de choses parce que j'arrive pas parfois à me défaire d'un malaise en fait qui parfois me bouffe. Et en même temps, je me challenge et j'essaie d'appliquer, de m'imposer des sortes d'objectifs, même si suivant l'humeur dans laquelle je suis, parfois c'est difficile en fait de suivre, de suivre ces objectifs, quoi. C'est vrai que pour moi, typiquement, j'ai pris la 13 pendant des années, la ligne 13, et je peux plus, quoi. Le deuxième qui est handicapant, c'est le sommeil. Les angoisses nocturnes, ou même j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je peux mettre parfois 4-5 heures avant de m'endormir. Et c'est pas le cas toutes les nuits, mais c'est le cas notamment quand je sais que je suis seule dans mon appartement et que j'ai un rapport à la nuit et à certains souvenirs qui me tiraillent et que j'ai du mal à dépasser. En fait. Et là, donc la mécanique de l'angoisse, en fait, c'est simple. T'as peur d'avoir peur, donc t'as peur. Voilà. Et c'est pour ça que, moi, mon hypersensibilité, elle est vraiment liée à ma peur, en fait. Et c'est pour ça que je parle de fragilité, parce que je suis encore quand même dans une paralysie, quand même. Donc, j'ai tendance à absorber énormément, comme une éponge, en fait, tout ce qui se passe autour de moi. Et en fin de compte, même il peut y avoir des choses très, très positives, et je vais être vraiment en joie aussi, j'ai tendance quand même à capter des ondes aussi de souffrance, et j'ai un rapport, en fait, d'absorption de la souffrance qui est assez fort. Et qui est depuis moi j'ai des souvenirs d'images, par exemple de la guerre du Kosovo quand j'avais 9 ans, qui m'ont frappée, quoi, vraiment. C'est la première fois que je voyais en fait des êtres humains en fait s'entretuer, la notion en fait de violence, de guerre, de pouvoir. Ça m'a vraiment marquée en tant qu'enfant et c'est des choses peut-être avec lesquelles j'ai pas encore
composé, je ne sais pas. Je l'ai pas vécu en fait, c'est juste le fait en fait de voir des images en fait à la télévision. Mais ça a été la première entrée en fait, je dirais, mon premier choc en fait dans cette prise de conscience de l'être humain et de ses ravages en fait. Enfin, j'étais dévastée quand j'ai découvert en fait l'Holocauste et les génocides, pas que celui des Juifs, mais ça m'a beaucoup frappée quoi. J'ai même participé à des sortes de concours en commémoration. Enfin, je veux dire, j'ai une histoire. Enfin, je sais pas, je suis assez fascinée par les pays qui ont été comme ça sous le joug de la guerre, de pression politique. L'empathie, c'est quand même l'occasion aussi de tisser des liens avec d'autres personnes, d'avoir une sensation de réelle communion en fait. Et ça c'est quand même très fort. Après, je suis quelqu'un qui a quand même une très bonne mémoire. Enfin, généralement, je suis assez physionomiste. J'arrive à reconnaître rapidement. Enfin, j'ai une mémoire à la fois auditive et photographique aussi, quand même, je trouve. Donc ça m'aide beaucoup à la fois dans mon travail, mais aussi dans mon lien avec les autres. Vraiment. Et je dirais même que si vraiment je devais... l'élément essentiel et positif, moi, dans ma vie, c'est le lien social. C'est le lien social. J'ai du mal à bien vivre mon hypersensibilité, donc j'ai du mal à trouver des aspects positifs, en fait. Parce que je trouve que j'ai pas encore réussi à transformer tout ça et à le dépasser, en fait. Le plus facile pour toi dans la vie? Cuisiner. Là, j'ai eu des gros problèmes d'anorexie quand j'étais plus jeune. Et parce que pour moi, c'était du coup hyper... j'étais dans un contrôle de mon corps, donc ça me donnait une forme de sécurité. Et en même temps, c'est un rapport hyper complexe à la nourriture. Et ça, par contre, pour le coup, ça, je l'ai transformé. Ça, par contre, j'ai vraiment transformé. Et du coup, j'adore cuisiner des choses hyper... qui peut paraître assez loufoque pour certaines personnes, parce que j'adore cette quête de combinaisons culinaires. J'aime bien tester plein de choses différentes, un peu improbables. Ça me plaît. Voilà, ça c'est facile pour moi. Le plus difficile pour moi, c'est de projeter des choses, d'organiser, de me challenger, de voir l'avenir, en fait. Projeter les choses, planifier des choses, me fixer des objectifs, croire en moi, croire en la vie, en fait. Enfin, voilà, essayer de vivre et d'avancer avec une forme de quiétude, même si je suis pas sûre que ça existe, tu vois. Quand et comment as-tu pris conscience de ton hypersensibilité? C'est venu il y a pas très longtemps, en fait. Je me rends compte je me suis rendu compte que j'avais des amis autour de moi qui avaient quasiment la même... qui rencontraient les mêmes difficultés que moi, et on avait quand même des aspects en commun, et ces personnes-là ont été diagnostiquées hypersensibles, ont suivi des thérapies et m'ont même conseillé de faire la même chose, mais moi-même j'avais pas forcément ce recul-là. Je pensais juste que j'avais peut-être des tendances dépressives, que j'étais quelqu'un qui manquait cruellement de confiance en lui. Enfin, j'arrivais pas forcément à mettre de mots dessus, et c'est après en fait en me renseignant et en regardant en fait la définition, même si en fin de compte elle est hyper large, mais j'ai quand même vu clairement des similitudes, quoi, ça c'est clair. Que penses-tu des tests liés à la douance? C'est déjà un peu compliqué pour moi de venir parler comme ça ici, en fait. Mais en même temps, c'est l'occasion d'arrêter de négliger en fait cet aspect-là et d'essayer d'entamer quelque chose de constructif, parce que finalement je me suis jamais fait aider, tu vois. J'ai toujours par orgueil peut-être voulu m'en sortir toute seule, ou du moins essayer de minimiser, dédramatiser en fait, pour survivre, je pense, au fond. Donc le test, oui, pourquoi pas, même si je pense pas être quelqu'un forcément doté d'une douance. Je pense pas être au potentiel. Je pense je sais que je suis quelqu'un d'hypersensible. Émotionnellement, ça c'est clair.
Après, si le test ne porte que sur l'aspect intellectuel et n'a pas de critères finalement qui touchent davantage aux aspects socio-émotionnels, je suis pas sûre que ce soit très concluant. Après, étant donné que je manque de confiance en moi, que je suis pas quelqu'un qui est beaucoup, je m'en rends peut-être pas compte et je suis peut-être pas assez objective sur moi-même en fait. C'est ça qui est délicat, c'est que je pense que ça me ferait du bien d'entamer en tout cas une approche là-dedans. Mais il ne faut pas non plus que j'attende de ce test une forme de validation, tu vois, comme si ça y est, c'est bon, je suis hypersensible, on peut me mettre dans une case, tout va bien. Je suis classée, enfin tu vois, j'appartiens à quelque chose, j'appartiens à une catégorie, je suis socialement reconnue comme. Je pense qu'il ne faut pas tomber là-dedans non plus, mais après, c'est une expérience. C'est une expérience. Il ne faut juste pas attendre que ce soit le déclencheur d'une estime supplémentaire de soi. Mais si ça l'est, tant mieux. Enfin, mais oui, la question, faut que je me la pose sérieusement. Jusqu'ici, j'ai encore rencontré aucun spécialiste. J'ai encore jamais vraiment parlé de moi. Et je sais pas si j'ai du mal à me l'expliquer effectivement, mais il y a une inaction qui relève soit d'une protection, soit d'une négligence, soit d'un déni, et je pense qu'il y a un peu de tout. Peut-être d'une forme d'arrogance ou d'orgueil aussi. Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Le jour où je déciderai de passer le test, je pense que ce sera d'abord une rencontre. Une rencontre que j'aurais sans doute certes décidée, mais une rencontre avec une personne que j'aurais choisie. Parce que pour moi, le test, ce ne sera pas seulement le test en lui-même, mais tout le cheminement ou toute la thérapie qu'il y aura derrière ça avec le spécialiste en question. Donc ce serait comme une finalité ou juste une formalité peut-être. Ça dépend comment je le vois et comment la personne que je vais rencontrer, si je me sens bien avec elle, me le présente. Et ton enfance ? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense. C'est pour ça que c'est quelque chose que je vis assez difficilement, parce que j'ai une famille hyper aimante. J'ai grandi avec 2 sœurs, donc moi je suis celle du milieu. Et c'est vrai que mes 2 sœurs avaient 2 caractères, elles ont toujours d'ailleurs, 2 caractères bien trempés, et moi j'étais celle qui était quand même la plus discrète. Je me souviens aussi que je passais quand même beaucoup de temps dans ma chambre, et ma chambre qui était celle qui était tout au bout de la maison. Voilà, donc j'étais un peu dans mon antre. Je passais beaucoup de temps seule à m'imaginer plein de choses. Je cultivais quand même un imaginaire assez riche, et j'aimais ma solitude à cette époque-là. Voilà, donc j'ai grandi à la campagne dans un tout petit village où il y a 400 ou 500 habitants. Donc il y avait plus de vaches que de locaux. Hein. Et en fait, on avait une très grande... Enfin, on a toujours, en fait, mes parents du moins, une très grande maison, un très grand jardin avec un étang, une rivière, un potager, un petit pont qui nous amenait jusqu'à chez mes grands-parents. Et en fait, c'est vrai que c'était un peu une forme un pays de cocagne, une forme de jardin d'Éden un petit peu. Et en fait, j'ai une enfance très surprotégée finalement. Enfin, j'avais des parents qui étaient très soucieux de nous aider à grandir, tout en étant assez peu dans la psychologie finalement. C'est-à-dire que sur les aspects matériels, ils étaient tout le temps là pour nous, peut-être même un peu trop finalement, mais sur les aspects développement de l'individu, sur tout ce qui touche en fait à l'identité. Là-dessus, ils n'étaient pas toujours très forts. Après, je veux pas, je suis pas là pour les incriminer, mais c'est juste que je pense que, j'ai eu énormément de chance, et il y a une partie de moi en fait qui est très nostalgique de cette période où j'étais hors du monde, où il y avait une sorte de bulle protectrice, que lorsque justement donc j'ai découvert en fait que non, l'être humain c'était c'était un être vivant qui pouvait être horrible, quoi, qui était à la fois un poison et un trésor. Je
ça m'a fait en fait très peur. Voilà, moi je pense que clairement, j'ai tellement eu une belle enfance que ça a été très dur pour moi de me projeter dans une réalité qu'il fallait que je construise en fait. Et c'est vrai que j'ai, pendant très longtemps, même là, ces dernières années, je me sentais bien que chez mes parents en fait. J'ai vécu à l'étranger et ça a été un passage qui était très dur pour moi et j'avais honte que ce soit dur en fait. Donc je me culpabilisais doublement parce que je vivais quelque chose de génial dont j'arrivais à saisir aussi les bons moments. Mais parfois, j'étais quand même animée par des angoisses qui me pourrissaient la vie, quoi. Et je me sentais bien en revenant dans cette espèce de cocon familial protecteur qui était en fin de compte hyper toxique aussi, quoi. Donc voilà, très belle enfance et en même temps voilà, avenir et vie à construire qui représentait un défi que j'ai peiné à relever en fait. J'étais plutôt bonne élève, j'étais très curieuse, enfin je suis quelqu'un de curieux de toute façon et j'ai connu en plus une classe à plusieurs niveaux parce que j'étais tellement dans un tout petit village qu'on avait la chance d'avoir des classes, une seule classe où il y avait 2 CP, 3 CE1, 4 CE2. C'était hyper marrant, c'est quelque chose qui normalement n'existait plus déjà depuis 50 ans et moi j'ai eu la chance d'avoir ça. Donc j'ai beaucoup aimé les cours, vraiment, jusqu'au collège en fait, où là j'ai connu le harcèlement et puis le fait d'être dans un tout petit collège où c'est tout le temps les mêmes personnes, et vu que ça dure 4 ans, c'est hyper long. Et puis en même temps, le fait de découvrir en fait toute cette réalité humaine et en étant quand même dans un trou perdu, j'avais du mal à avoir une prise sur mon avenir et à comprendre en fait ce que je pouvais faire. Donc pour moi ça a été très dur, même si je continuais à avoir des résultats tout à fait bons, hein. Mais au fond de moi j'étais une enfant quand même perdue et fragile. Et en plus ça c'est pas forcément allé en s'améliorant, même si le lycée s'est bien passé parce que j'étais en littéraire en L. Et j'ai fait du théâtre, je faisais de la musique, je chantais, enfin j'étais toute entière en fait à tout ce qui touchait au domaine de l'art et de la littérature, donc c'était génial. Et ensuite, il a fallu quand même choisir un métier. Et là, c'était un peu compliqué, en fait. Parce qu'il fallait choisir entre une prépa littéraire qui me proposait en fait une voie qui n'était pas assez délimitée, qui n'était pas assez professionnalisante pour ma famille. Et c'est vrai que j'avais une autre idée qui était de faire un BTS édition à l'école Estienne. Et j'hésitais entre les deux. Et c'est vrai que je me suis quand même laissée influencer parce que mes parents me disaient, mon entourage me disait, tu verras, ça sera plus professionnalisant, tu seras aussi dans le monde des livres, ce sera super. L'école Estienne, c'est une super école, ce qui est vrai. Mais en fait, je suis arrivée en BTS édition et en fait, c'était de la technique. C'est-à-dire que, c'est des procédés d'impression, c'est les devis, les imprimeurs. C'est chouette aussi, mais j'étais nulle en plus. C'est-à-dire que moi, les machines, Et en fait, ce qui est drôle, c'est que comme je suis quelqu'un de très perfectionniste et d'opiniâtre, et que je suis une tête de mule et que parfois je lâche pas en fait. Et j'ai cartonné à mon diplôme et ça a été une très belle revanche, ça, sur ma confiance en moi, ça c'est clair. Mais c'est juste qu'au final, je faisais quelque chose qui me fascinait pas. Ensuite, la licence et le master. Là, j'ai fait une grosse dépression en master, en fait. J'avais décidé de faire un complément en sciences de l'éducation pour avoir davantage une vision du système scolaire, des aspects éducatifs, etc. Et là, c'était vraiment très dur parce que j'arrivais donc à l'université Paris 8. La ligne 13 qui était horrible, et toute cette réalité crue en fait du système éducatif français, tout le rapport en fait à la sociologie bourdeusienne, etc. Ça a été un choc aussi encore par rapport à cette réalité crue, et même si c'était fascinant, c'est fascinant de savoir, de comprendre en fait les rouages du système, mais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal à ce moment-là parce qu'en plus j'étais en recherche et que j'avais choisi un sujet que j'aurais plutôt dû faire en doctorat. Donc je me suis noyée dans mon mémoire, quoi, vraiment. Mais j'ai choisi en fait de repartir sur un M2 qui revenait vraiment vers l'édition jeunesse et vers le livre pour enfants.
Et je me suis spécialisée en fait dans tout ce qui touche aux maisons d'édition indépendantes, militantes, féministes, par le biais de cette deuxième année en master en master édition jeunesse. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie donc en Allemagne, à l'étranger, après ma dernière année de master, car j'étais en fait en couple avec un Allemand. Et je voulais essayer donc de tenter ma chance en Allemagne, voilà. Et j'ai fait un programme franco-allemand par l'OFAGE, qui est un office franco-allemand pour la jeunesse. Et c'était un programme d'échange entre éditeurs, jeunes éditeurs allemands et français. Donc super échange. Et là, donc, j'ai travaillé en fait à Munich aux droits étrangers, donc ce que je fais actuellement aussi, dans une petite maison d'édition jeunesse. Et en fait, la chef était folle. Du coup, ça a été très dur pour moi parce que j'arrivais dans une équipe où en fait on était 6 dans un bureau qui était tout petit. Je comprenais rien parce que j'avais encore jamais fait de droits étrangers. C'était pas ma langue maternelle. En fait, ils m'avaient trouvé un stage comme ils avaient pu. Et en fait, la chef, elle était barrée quoi. Elle me donnait des trucs à faire. Elle me disait ah oui, c'est vrai que l'année dernière, je l'avais aussi donné à une stagiaire allemande. Elle n'avait pas compris non plus. Je crois que moi, en tant que Française, je vais comprendre davantage. Échec un peu difficile pour moi, qui avait du mal vraiment à gérer mes émotions et qui attendait beaucoup de ça. Parce que mon précédent stage que j'avais fait en M2 dans une maison d'édition militante avait été aussi a été très intéressant, mais humainement compliqué. Clairement, j'étais dans une période où j'allais pas bien et où j'avais beaucoup de mal à avoir confiance en moi en fait. Donc ce qui m'a sauvée, c'est que la fabrication m'a appelée en me disant Camille, on a besoin de toi cet été à nouveau, est-ce que tu serais dispo parce que là on cherche quelqu'un. Et je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas repartir en France 2 mois puis je reviens en Allemagne après quoi. Et en fait je suis jamais revenue en Allemagne et j'ai cassé avec mon copain. Pour moi, ça a été aussi, même si c'était la fabrication et que la fabrication, c'était pas ce que je préférais, ça a été un peu la soupape et la porte de sortie et la reconstruction. J'ai maintenant 28 ans et je viens de commencer justement dans un nouveau service aux droits étrangers. Et je viens tout juste de commencer, donc j'ai pas tellement de recul, mais déjà en tout cas, je suis contente de tout ce que je découvre. Et moi qui suis très tournée vers tout ce qui se passe, vers les autres cultures, vers l'étranger en fait, ce qui est autre que moi, je trouve mon compte là. En dehors d'ici, donc je fais de la danse, je fais du swing, je cuisine beaucoup et j'adore ça, j'adore essayer de créer des choses. J'aime lire, j'aime danser, j'aime faire la fête. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un de très positif en fait en apparence quoi. C'est ça. Puis même, je pense que je le vis vraiment quoi. J'aime écrire aussi. Là, j'ai commencé un atelier d'écriture il y a pas très longtemps et je comprends pas pourquoi j'ai pas commencé plus tôt en fait. Faire des choses comme ça. Voilà. Et j'essaie de m'essayer à différents types de narration. Là, il y avait le podcast entre-temps qui se greffait et j'ai un petit peu mis de côté, mais il faut que j'y retourne. En fait, ce qui est pas facile avec moi, et c'est pour ça que comme mon hypersensibilité, elle me prend beaucoup d'énergie, c'est que j'ai du mal du coup à me concentrer aussi sur d'autres choses et à trouver en fait du temps et à trouver de l'énergie pour ça, parce qu'en fait comme je suis beaucoup dans la résistance par rapport à mon hypersensibilité, c'est-à-dire que comme je vis pas forcément en apaisement avec ça, c'est de l'énergie que j'ai du mal à consacrer à ma créativité. Moi, j'admire les personnes qui sont dans un passage à l'action, qui arrivent en fait à créer, à être dans un engagement, qui se posent pas de questions en fait, et puis pour eux, enfin, il y a pas de, la question se pose pas, ils créent, ils s'expriment. Et c'est naturel chez eux, quoi. Et même si je me doute que ça l'a pas été au début et que ça nécessite du travail, je suis très admirative des personnes qui ont cette faculté à s'exprimer, à transformer aussi, à se libérer de certaines souffrances ou pas, hein. Ça dépend des gens, mais je suis assez admirative de ces personnes-là.
Par exemple, toutes les personnes, tu vois, qui s'engagent dans tout ce qui est social, solidaire, je sais pas, l'abbé Pierre, toutes ces personnes qui ont décidé, par exemple, de mener un combat contre la pauvreté. C'est Simone Veil, qui est quelqu'un qui, pour le droit des femmes, a fait énormément avancer la situation féminine. Je veux dire, c'est quand même des personnes qu'on... Même là, le gynécologue qui a reçu le prix Nobel de la paix 2018, par exemple, des scientifiques qui font de la recherche sur le cancer. En fait, j'aime les gens passionnés et les gens qui en fait, sont pas tiraillés par la question de la mort, par des questions qui sont de toute façon inhérentes à notre condition et qui arrivent à se défaire de ça, en fait. D'où vient ton hypersensibilité ? Il n'y a pas le terreau forcément en fait du côté de ma famille, il n'y a pas cette même fibre. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi moi je suis comme ça. Et pourquoi, et d'où ça vient. C'est pour ça que j'ai conscience qu'il y a un travail de défrichage en fait à faire chez moi. Parce que je ne comprends pas tellement les fondements de mon hypersensibilité. Je sais que je suis sensible à énormément de choses, mais je vois bien que c'est pas le cas de ma famille, c'est pas le cas du reste de ma famille du tout. Sans doute, c'est ce qui fait que j'ai du mal à accepter et à m'accepter et à m'assumer comme ça, c'est que j'ai pas tellement de support d'identification dans ma famille. Alors, mon hypersensibilité, je sais que mon compagnon avec qui je suis en couple depuis 1 an, il l'accepte tout à fait. Et au contraire, je sais que ça le touche beaucoup, ça l'émeut. Il n'est pas hypersensible, mais il est très sensible aussi. Donc, je sais que lui le vit quand même... Je trouve qu'il s'arme de beaucoup de patience parce que parfois j'ai quand même des réactions et que je suis pas la copine la plus facile, on va dire. Mais je pense qu'il m'en fait part, il me le dit que c'est une réelle qualité et que ça fait pas de moi quelqu'un de faible ni de fragile. Et c'est la personne la plus compréhensive en fait que j'ai jamais rencontrée, quoi. Donc ça c'est très beau. Alors mes parents, je pense qu'ils en ont conscience, mais c'est un tabou. On n'en a jamais parlé, en fait. Moi, quand j'ai eu des gros problèmes d'anorexie, quand j'ai eu une grosse dépression, j'en ai fait une première à 12 ans. Et ensuite, de 15 à 16, j'étais anorexique, ça s'est pas bien fini du tout. Mais comme je suis tombée... En fait, j'ai fait une pneumonie et du coup, il a bien fallu bouffer. Donc, il fallait que je prenne des médocs et que je bouffe. Donc, ça voilà. Et du coup, il n'y a jamais eu, en fait, de discussion autour de ça. Il n'y a jamais eu on n'a jamais verbalisé. Et donc, je suis quelqu'un qui ne verbalise pas. Je commence et puis je vois bien que j'ai suffisamment d'analyse quand même pour... je m'impose et puis même je fais en sorte d'analyser parce que voilà, mon esprit fait comme ça. Mais vis-à-vis de moi-même, j'ai beaucoup de mal parfois à être honnête avec moi-même et c'est pas du côté de mes parents que j'irai chercher cette honnêteté-là parce que je trouve que c'est délicat à 12 ans, 15 ans, 16 ans après de parler de tout ça. Il faudrait que ce soit dans un contexte très particulier, qu'il y ait matière à ça et qu'il y ait une bienveillance autour de ça. Mais j'ai la chance quand même d'avoir des sœurs sur qui je peux compter et on accepte nos différences. En fait, j'ai tout pour être heureuse en fait. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.